Ce que nous venons d'observer au Venezuela n'est pas un simple épisode géopolitique parmi d'autres. Ce n'est ni une anecdote diplomatique, ni un détail technique réservé aux spécialistes de l'énergie. C'est un moment charnière. Un de ces événements discrets qui, sur le moment, passent presque inaperçus, mais qui, avec le recul, marquent un basculement historique. Pendant des décennies, les États-Unis ont vécu dans une certitude stratégique absolue, une certitude si profondément ancrée qu'elle n'était même plus questionnée. Le dollar était la monnaie du monde. Les sanctions américaines étaient une arme imparable, et l'hémisphère occidental, de l'Alaska à la Terre de Feu, était considéré comme une zone d'influence naturelle, presque automatique. Cette certitude a façonné toute la politique étrangère américaine. Elle a justifié des interventions, des pressions économiques, des changements de régime, des blocus et des sanctions. Elle reposait sur une idée simple: quand Washington décide d'isoler un pays, ce pays finit par céder. Le Venezuela devait être la preuve ultime de cette logique. Un pays assis sur les plus grandes réserves pétrolières de la planète, privé d'accès au système financier international, coupé des marchés occidentaux, étranglé économiquement. Dans l'esprit des stratèges américains, la chute du régime n'était qu'une question de temps, quelques mois, peut-être un an, pas plus. Mais les mois sont devenus des années, et le régime est toujours là. Ce qui s'est produit ensuite est révélateur d'une erreur fondamentale commise à Washington: la confusion entre pression et contrôle. Les sanctions ont infligé des souffrances immenses à la population vénézuélienne, c'est indéniable. Elles ont fait chuter la production pétrolière, provoqué l'exode de millions de personnes, détruit une économie autrefois florissante. Mais elles n'ont pas atteint leur objectif politique central. Le pouvoir n'est pas tombé. Le régime ne s'est pas effondré. Et surtout, le pays ne s'est pas soumis. Pendant que les États-Unis regardaient le Venezuela comme un problème à régler, d'autres acteurs le voyaient comme une opportunité stratégique. Ils comprenaient quelque chose que Washington avait sous-estimé: les sanctions ne fonctionnent que si le pays ciblé est isolé de toutes les alternatives. Or, le monde de 2026 n'est plus celui des années 1990. La Russie et la Chine ne sont plus des acteurs périphériques, elles sont devenues des piliers du système international, capables d'offrir des voies de contournement, des financements alternatifs, des circuits commerciaux hors du contrôle américain. Et c'est précisément là que l'illusion américaine commence à se fissurer. Quand les compagnies pétrolières occidentales ont quitté le Venezuela, les Russes sont restés. Quand les banques occidentales ont fermé leurs portes, Moscou et Pékin ont ouvert d'autres canaux. Quand Washington a cru avoir neutralisé définitivement le secteur pétrolier vénézuélien, la Russie a simplement attendu. Cette patience est souvent mal comprise en Occident. Elle est perçue comme de l'inaction, alors qu'elle est en réalité une stratégie. Une stratégie fondée sur le temps long, sur l'érosion progressive de la puissance adverse, sur l'exploitation méthodique de chaque faille juridique et financière. Ce que Poutine a fait avec les pétroliers russes n'est pas spectaculaire à première vue. Il n'y a pas eu de discours grandiloquent, pas de confrontation militaire, pas de déclaration de guerre économique, juste des navires qui bougent, du pétrole qui circule, des transactions qui s'effectuent en dehors du dollar. Mais c'est précisément cela qui rend cet événement si important. Pour la première fois depuis longtemps, les États-Unis ont été confrontés à une situation stratégique majeure dans leur propre sphère d'influence, sans aucun levier efficace pour réagir. Ils ne pouvaient pas saisir les navires, ils ne pouvaient pas bloquer les paiements, ils ne pouvaient pas faire pression sur les acheteurs, et ils ne pouvaient certainement pas intervenir militairement sans provoquer une escalade incontrôlable. Ils ont donc fait ce qu'une superpuissance fait lorsqu'elle n'a plus d'options crédibles. Ils ont observé en silence. Ce silence est lourd de sens. Il marque la fin d'une époque où le pouvoir américain était automatique, où l'ordre international reposait sur une hiérarchie claire, où la doctrine Monroe fonctionnait encore comme un réflexe stratégique. Aujourd'hui, cette doctrine n'est plus qu'un souvenir historique, incapable de s'imposer face à un monde devenu multipolaire. Le plus inquiétant pour Washington n'est pas la perte de quelques cargaisons de pétrole, c'est la perte du mythe, le mythe de l'invincibilité économique, le mythe de la sanction totale, le mythe d'un contrôle absolu sur son voisinage stratégique. Car lorsque ce mythe se brise,
Il ne se brise pas seulement à Caracas, il se brise à Téhéran, à La Havane, à Pékin, à Moscou, et dans chaque capitale qui observe attentivement ce moment. Ce que nous voyons aujourd'hui au Venezuela, ce n'est pas la victoire d'un camp sur un autre, c'est la fin d'une illusion. Et quand une illusion de puissance disparaît, l'histoire s'accélère toujours. Si le chapitre précédent marque la fin d'une illusion, celui-ci révèle ce qui est en train de la remplacer. Car dans le vide laissé par l'érosion de l'autorité américaine, un autre modèle de puissance s'est lentement construit. Un modèle moins visible, moins spectaculaire, mais infiniment plus résilient, le modèle russo-chinois. Contrairement aux États-Unis, la Russie et la Chine ne cherchent pas à dominer le monde par l'adhésion idéologique. Elles ne demandent pas à leurs partenaires de changer de régime, d'adopter un modèle politique particulier ou de se soumettre à un système de valeurs universelles. Leur approche est beaucoup plus pragmatique, presque brutale dans sa simplicité. Leur message tient en une phrase: nous faisons des affaires, et nous restons quand les autres partent. C'est exactement ce qui s'est produit au Venezuela. Lorsque les sanctions américaines ont transformé le pays en territoire à haut risque pour les entreprises occidentales, celles-ci se sont retirées. Non par idéologie, mais par nécessité. Elles ne pouvaient plus opérer, plus assurer leurs navires, plus financer leurs opérations, plus rapatrier leurs profits. La Russie, elle, a fait le choix inverse. Rosneft n'est pas une entreprise classique, c'est un instrument stratégique. Elle n'agit pas seulement selon des critères de rentabilité immédiate, mais selon des objectifs géopolitiques à long terme. Là où les compagnies occidentales voyaient une perte potentielle, Moscou voyait un investissement stratégique. Des techniciens russes ont remplacé les ingénieurs occidentaux. Du matériel russe a remplacé les équipements américains et européens. Des pétroliers russes ont pris la place de ceux que plus personne n'osait envoyer. Mais le véritable génie de cette stratégie ne se trouve pas dans la logistique. Il se trouve dans le financement. La Russie a prêté des milliards au Venezuela à un moment où personne d'autre ne le ferait. Pas en échange de promesses politiques, mais en échange de pétrole. Du pétrole livré à prix réduit, garanti sur le long terme. Une opération gagnant-gagnant pour Moscou, du brut bon marché aujourd'hui et une influence stratégique durable demain. Et pendant que la Russie s'ancrait physiquement dans le secteur énergétique vénézuélien, la Chine consolidait l'arrière-plan financier. Pékin n'agit jamais seul, il agit par couches successives, d'abord les prêts, ensuite les infrastructures, puis les contrats commerciaux, et enfin la dépendance mutuelle. Le Venezuela a reçu des dizaines de milliards de dollars de prêts chinois. Ces fonds ont permis au régime de survivre, mais ils ont aussi lié l'avenir économique du pays à Pékin. Une grande partie du pétrole vénézuélien qui quitte aujourd'hui les ports du pays ne se dirige plus vers le Texas ou la Louisiane, mais vers la Chine. Et ce pétrole ne circule plus dans le système traditionnel. Il n'est pas payé en dollars. Il ne passe pas par des banques occidentales. Il n'est pas soumis aux règles américaines. Il circule dans un circuit fermé, en yuans et en roubles, entre des institutions financières qui ont volontairement coupé leurs liens avec le système dominé par Washington. C'est là que se situe la véritable rupture. Car le pouvoir des sanctions américaines ne repose pas sur les lois, mais sur la peur. La peur d'être exclu du système du dollar. La peur de perdre l'accès aux marchés américains. Tant que cette peur existe, les sanctions fonctionnent. Mais lorsque des alternatives crédibles apparaissent, cette peur disparaît. Et c'est exactement ce que la Russie et la Chine sont en train de construire, un écosystème parallèle. Un monde où il est possible de commercer, d'investir, de vendre du pétrole, sans demander l'autorisation de Washington. Ce modèle est particulièrement séduisant pour les pays qui ont déjà été sanctionnés, humiliés ou menacés par les États-Unis. Il leur offre une assurance politique, une garantie implicite: vous ne serez pas seul. C'est pour cette raison que ce message résonne bien au-delà du Venezuela. Il est entendu en Afrique où de nombreux États cherchent à reprendre le contrôle de leurs ressources. Il est entendu au Moyen-Orient où les alliances traditionnelles sont en train de se redessiner. Il est entendu en Asie où la dédollarisation progresse à un rythme inédit. Ce que Washington a longtemps considéré comme des cas isolés commence à ressembler à un schéma global, et c'est là que réside le danger stratégique pour les États-Unis. Car ce modèle ne nécessite pas de confrontation directe, il ne provoque pas de crise immédiate,
Il ne déclenche pas de guerre ouverte. Il fonctionne lentement, silencieusement, presque invisiblement. Mais une fois qu'il est en place, il devient extrêmement difficile à démanteler. La Russie n'a pas besoin de battre les États-Unis, elle doit seulement leur survivre stratégiquement, et au Venezuela, ce modèle vient de prouver qu'il fonctionne. À première vue, ce qui se passe entre la Russie, le Venezuela et les États-Unis peut sembler lointain. Quelques pétroliers, des sanctions contournées, des accords conclus à des milliers de kilomètres. Pour beaucoup, cela ressemble à un affrontement abstrait entre grandes puissances, une partie d'échec géopolitique réservée aux analystes. Mais c'est précisément cette perception qui est trompeuse, car les conséquences de ce moment ne resteront pas confinées aux salles de négociation ni aux rapports confidentiels. Elles vont se diffuser lentement mais sûrement dans la vie quotidienne de millions de personnes, et une fois que ces effets seront visibles, il sera déjà trop tard pour revenir en arrière. Le premier impact est énergétique. Lorsque le pétrole vénézuélien cesse d'être contrôlé par le système américain et retrouve des débouchés stables en Asie, les flux mondiaux se réorganisent. Moins de pétrole disponible pour certaines raffineries occidentales, plus de concurrence sur les marchés asiatiques, des routes maritimes plus longues, plus coûteuses, plus vulnérables. Chaque modification de ces flux a un effet direct sur les prix. Le prix du baril n'est pas seulement déterminé par l'offre et la demande, mais par la stabilité du système qui l'encadre. Plus ce système devient fragmenté, plus les marchés deviennent volatiles. Cela signifie des prix de l'essence plus imprévisibles. Cela signifie des coûts de transport plus élevés. Cela signifie une pression accrue sur l'inflation. Mais l'énergie n'est que la première couche. Le véritable séisme se produit dans le domaine financier. Car ce que la Russie et la Chine ont démontré, ce n'est pas seulement la capacité de vendre du pétrole sous sanction, c'est la capacité de le faire en dehors du dollar. Pendant des décennies, le dollar a été le cœur du commerce international, non pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il était incontournable. Toute transaction majeure finissait, d'une manière ou d'une autre, par passer par une banque connectée au système américain. C'est ce qui donnait aux États-Unis un pouvoir immense, la capacité de bloquer, de surveiller, de sanctionner presque n'importe quelle transaction dans le monde. Mais lorsque des transactions entières s'effectuent en roubles et en yuan, ce pouvoir commence à s'éroder. Chaque baril vendu 100 dollars est un précédent. Chaque contrat signé hors du système occidental est un test réussi. Chaque pays qui observe cela apprend une leçon simple. Il existe une alternative. Et les alternatives, en géopolitique, sont plus dangereuses que les confrontations directes, car elles ne provoquent pas de réaction immédiate, elles ne déclenchent pas de crise visible. Elles s'installent progressivement jusqu'au moment où l'ancien système cesse simplement d'être central. C'est exactement ce qui s'est produit dans l'histoire à plusieurs reprises. Les empires ne tombent pas toujours sous les coups de leurs ennemis. Ils tombent lorsque leurs mécanismes fondamentaux cessent de fonctionner comme avant, lorsque leurs outils perdent de leur efficacité, lorsque leur autorité devient contestable. Ce qui se joue aujourd'hui au Venezuela touche directement l'un des piliers de la puissance américaine, la capacité à imposer des règles économiques globales sans recourir à la force militaire. Si cette capacité s'affaiblit, tout le reste devient plus coûteux. Imposer une sanction devient plus difficile, faire pression sur un adversaire devient plus risqué, maintenir des alliances devient plus complexe, et cela change profondément le calcul stratégique des États-Unis. Dans un monde où les sanctions ne fonctionnent plus pleinement, Washington se retrouve face à un dilemme: accepter une influence réduite ou recourir plus souvent à la force. Or, la force militaire, contrairement aux sanctions, est visible, coûteuse et politiquement dangereuse. C'est pour cette raison que ce moment est si déterminant. Il annonce un monde où les conflits seront moins frontaux, mais plus structurels. Un monde où les batailles se joueront sur les normes financières, les circuits commerciaux, les infrastructures énergétiques. Un monde où le pouvoir ne sera plus concentré entre les mains d'une seule capitale. Pour les pays observateurs, le message est clair. Diversifier ses partenaires n'est plus une option, c'est une nécessité. Pour les États-Unis, le message est plus inquiétant. Leur marge de manœuvre se rétrécit. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas encore une défaite visible, c'est pire. C'est une transformation silencieuse. Et l'histoire montre que ce sont toujours ces transformations-là qui redessinent le monde de manière irréversible,
Lorsque l'on observe les grands tournants de l'histoire, ils ne sont presque jamais annoncés clairement. Ils ne commencent pas par des déclarations officielles, ni par des guerres spectaculaires. Ils commencent par des détails que peu de gens remarquent sur le moment: un changement de route commerciale, une monnaie qui n'est plus utilisée, un allié qui ne répond plus aux ordres. Ce que nous voyons aujourd'hui au Venezuela appartient à cette catégorie de moments. Il ne s'agit pas simplement de pétrole, il ne s'agit pas seulement de sanctions contournées, il s'agit de la naissance d'un monde où le pouvoir n'est plus concentré entre les mains d'une seule nation, mais réparti entre plusieurs pôles capables d'agir de manière autonome. Pendant plus de 2 siècles, les États-Unis ont façonné l'hémisphère occidental selon leurs intérêts. La doctrine Monroe n'était pas seulement une ligne politique, c'était une règle tacite. Aucune grande puissance étrangère ne devait s'installer durablement en Amérique latine. Cette règle a été appliquée parfois brutalement, parfois discrètement, mais toujours efficacement. Aujourd'hui, cette règle ne tient plus. La Russie est présente militairement et énergétiquement au Venezuela. La Chine est profondément ancrée financièrement et commercialement dans toute la région. Et Washington, pour la première fois, n'a pas de réponse claire. Ce basculement ne signifie pas que les États-Unis s'effondrent. Les empires ne disparaissent pas du jour au lendemain. Mais il signifie que leur capacité à imposer les règles du jeu s'érode. Et dans les relations internationales, perdre la capacité d'imposer est souvent plus grave que perdre une bataille. Le monde qui émerge est un monde plus fragmenté, plus complexe, plus instable. Un monde où les alliances sont fondées moins sur des valeurs communes que sur des intérêts immédiats. Un monde où les pays cherchent à maximiser leur marge de manœuvre en jouant plusieurs camps à la fois. Dans ce monde, les sanctions deviennent moins efficaces, les pressions diplomatiques deviennent plus lentes, et la dissuasion économique perd de sa force. Pour les États-Unis, cela implique un choix stratégique difficile. Soit ils acceptent cette nouvelle réalité multipolaire et adaptent leur politique étrangère, en renforçant leurs alliances régionales, en cessant de traiter leurs voisins comme des subordonnés et en investissant à nouveau dans la diplomatie économique. Soit ils refusent ce changement et tentent de maintenir un ordre qui n'existe plus, au prix d'une confrontation permanente, coûteuse et risquée. L'histoire montre que les grandes puissances qui refusent d'adapter leur stratégie finissent toujours par payer le prix de cette rigidité. Pour la Russie et la Chine, ce moment représente une validation, la preuve que la patience stratégique, la construction d'alternatives et l'évitement des confrontations directes peuvent produire des résultats durables. Elles n'ont pas besoin de renverser l'ordre mondial. Il leur suffit d'en créer un autre, parallèle, suffisamment attractif pour que d'autres pays le rejoignent. Et beaucoup observent déjà. Des gouvernements en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient regardent attentivement ce qui se passe au Venezuela. Ils prennent des notes, ils évaluent leurs options. Ils se demandent s'ils doivent, eux aussi, réduire leur dépendance au système dominé par Washington. Car le message est désormais clair. Le monde n'est plus unipolaire. Le pouvoir n'est plus automatique. Et aucune nation, aussi puissante soit-elle, n'est à l'abri du changement. Ce que nous venons de vivre n'est pas la fin des États-Unis, c'est la fin d'une époque. Une époque où l'ordre mondial était dicté par un seul centre de gravité. Une époque où les sanctions suffisaient à faire plier des nations entières. Une époque qui s'éloigne, lentement mais sûrement. L'histoire ne prévient jamais quand elle tourne une page. Elle avance pendant que certains regardent ailleurs. Et pendant que beaucoup étaient distraits par des déclarations provocatrices, des guerres commerciales et des polémiques médiatiques, le monde, lui, a continué de changer.